Salut les VR4Players, c'est Laurent et je vous propose aujourd'hui un dossier qui aura pour sujet l'autre facette possible de la seconde génération de casques de réalité virtuelle, intégrant un questionnement et une réflexion axée sur le futur casque VR de Sony. Celui qui ne sera pas un PSVR mais qu'on ne sait pas comment appeler pour l'instant. Alors on va l'appeler le PSVR 2, comme tout le monde. Vous savez que chez VR4Player, on aime bien illustrer nos propos avec des modélisations en 3D de concept design. En décembre 2020, nous vous avions proposé un trailer qui essayait d'imaginer ce que pourrait être le futur PlayStation VR 2 et les améliorations que ce dernier pourrait apporter. Pour cela, nous nous sommes intéressés aux annonces officielles et nous avons complété notre création avec des attentes et des fonctions que l'on trouvait pratiques. Globalement, la vidéo a été plutôt bien accueillie, elle a été vue sur YouTube presque 1 million de fois et a décroché plus de 21 500 pouces hauts. Parmi les points positifs, la batterie amovible avec possibilité de déport en brassard ou à la ceinture a reçu un très bon accueil, ainsi que la mémoire microSD amovible. Bien sûr, l'écran OLED 4K a également reçu de très bons commentaires. Du côté des points négatifs, ce concept design a été jugé dans de nombreux commentaires comme trop massif. Le PSVR 2 devra être plus léger et plus petit que le PSVR. Le poids et le prix du futur PSVR 2 sera donc le sujet principal de cette vidéo et nous vous proposons aujourd'hui une réflexion axée sur une autre vision de la seconde génération des casques de réalité virtuelle. Non, on ne va pas parler ici d'un autre casque copiant les caractéristiques du Quest 2, mais plutôt d'un casque VR qui pourrait bien le surpasser sur tous les points. Alors installez-vous confortablement, on vous explique tout. Ça y est, les PS Move ne seront bientôt plus qu'un vieux cauchemar. Les nouveaux contrôleurs VR de la PS5 sont officiels. Et c'est encore Hideaki Nishino, le vice-président principal, planification et gestion de la plateforme PlayStation, qui a pris la parole en mars pour nous en dire un peu plus sur le PlayStation Blog. La première chose que vous remarquerez avec notre contrôleur VR de nouvelle génération est la conception unique qui prend une forme orbe qui vous permet de tenir le contrôleur naturellement tout en jouant avec un haut degré de liberté. Il n'y a aucune contrainte quant à la façon dont vous bougez vos mains, offrant aux développeurs la possibilité de créer des expériences de jeu uniques. Cet arceau ou orbe n'a clairement pas un rôle uniquement esthétique. Il doit intégrer certainement une série de LED infrarouges cachés sous le capot. On vous rappelle que l'avantage des capteurs infrarouges, c'est leur capacité à traverser les objets. Le hic, c'est qu'on a beau chercher dans la nouvelle caméra PS5 un troisième objectif infrarouge caché sous la coque, comme dans Kinect, on ne le trouve pas. Le contrôleur VR sera donc suivi par le nouveau casque VR via un anneau de suivi en bas du contrôleur. Ces nouveaux contrôleurs seront donc exclusifs au nouveau casque et ne pourront pas être utilisés avec notre vieux PlayStation VR. On retrouve ce même procédé de suivi infrarouge sur les contrôleurs HTC Vive, les Oculus Touch ou les Valve Index. Voilà pourquoi on aura tendance à dire que les nouvelles manettes de Sony ressemblent aux manettes Oculus Touch, car elles sont équipées d'un disque qui sera utile pour le tracking, un disque qui intégrera une bande avec les LED infrarouges. Chaque contrôleur VR, gauche et droite, comprend un bouton de déclenchement adaptatif qui ajoute une tension palpable lorsqu'il est enfoncé, similaire à ce que l'on trouve dans le contrôleur DualSense. Si vous avez joué à un jeu PS5, vous serez familiarisé avec la tension des boutons L2 ou R2 lorsque vous les appuyez. Par exemple, lorsque vous tendez votre arc pour tirer une flèche. Lorsque vous prenez ce genre de mécanisme et que vous l'appliquez à la réalité virtuelle, l'expérience est amplifiée au niveau suivant. En d'autres termes, plus la tâche est difficile et plus il vous sera difficile d'atteindre la butée du bouton grâce à une tension artificielle générée par le déclenchement adaptatif sur ces contrôleurs. Les nouveaux contrôleurs VR auront un retour haptique optimisé pour leur facteur de forme, rendant chaque sensation dans le monde du jeu plus percutante, texturée et nuancée. Lorsque vous traversez un désert rocheux ou que vous échangez des coups dans un combat au corps à corps, vous ressentirez la différence, amplifiant l'expérience visuelle et audio extraordinaire qui est si centrale en VR. C'était l'un des points que nous avions soulevé lors de la présentation de la DualSense. Toutes ces fonctions étaient top, mais elles seraient formidables et encore plus top en VR pour l'immersion. Ce n'est aujourd'hui plus un rêve. Le contrôleur peut détecter vos doigts sans aucune pression dans les zones où vous placez votre pouce, votre index ou votre majeur. Cela vous permet de faire des gestes plus naturels avec vos mains pendant le jeu. Cette technologie permet de localiser non seulement la position de vos doigts, mais également sa flexion autour de la poignée. Il faut noter que nos mains ne seront pas solidarisées aux manettes via une sangle comme sur les contrôleurs Valve Index. La détection des positions des doigts ne se fait que sur votre pouce, votre index et votre majeur.
cela ne nous permettra pas de jouer du piano en VR pour le moment. Cette technologie est néanmoins présente. Le parfait exemple d'illustration de cette fonction est très bien expliqué dans cette vidéo d'étude de Kazuyuki Harimatsu et Hideki Mori. Le contrôleur de gauche contient un stick analogique, les boutons triangulaires et carrés, un bouton poignet L1, un bouton de déclenchement L2 et un bouton créer. Le contrôleur de droite contient un stick analogique, les boutons croix et cercle, un bouton poignet R1, un bouton déclencheur R2 et un bouton option. Le bouton grip peut être utilisé pour ramasser des objets dans le jeu, par exemple. Ah, le stick analogique, un vieux rêve, enfin réalité. Plus besoin de se demander sur quel bon Dieu de bouton on doit appuyer pour ne pas se faire bouffer comme un lapin par une horde de zombies. Je crois que je vais verser une larme là. Depuis le temps qu'on les attend, ces sticks analogiques. Ces contrôleurs VR PS5 sont bien jolis, mais il y a un truc de louche. Un truc qui me turlupine depuis un moment, je vous en ai déjà parlé le 24 mars sur le site vr4player.fr. Si on regarde de plus près ces nouveaux contrôleurs VR pour le prochain casque VR de la PS5, on constate qu'ils se composent de plusieurs pièces plastiques injectées. Ces contrôleurs ne sont pas en un seul bloc. La nouvelle génération de consoles Sony dispose d'une gamme de produits estampillés PS5. Ils se caractérisent tous par l'utilisation de deux coloris, le blanc cassé et le noir. On pourrait donc se demander pourquoi les contrôleurs VR nouvelle génération de la PS5 ne sont pas, eux aussi, dans cette gamme de couleurs blanc-noir. Les ingénieurs de chez Sony auraient pu faire le choix de garder un look se mariant parfaitement avec la gamme PS5, mais ils ont intentionnellement choisi pour ces manettes VR un gris anthracite à la place du blanc et un noir. Nous voilà donc devant une question qui peut avoir plusieurs réflexions. Pourquoi les nouveaux contrôleurs VR de la PS5 ne sont-ils pas aux couleurs de la gamme PS5 ? Le PSVR n'était pas aux couleurs de la PS4. On pourrait penser que, en effet, le premier PlayStation VR ne respectait pas du tout la charte de la PS4, mais nous n'étions pas ici dans une gamme de produits. Les PS Move noirs sont sortis en 2010, la PS4 noire en 2013, puis il y a eu la caméra, et enfin ce casque VR qui tranchait clairement avec le reste. En 2016, le marché VR n'existait pas et le PlayStation VR devait se démarquer totalement, ce qu'il a fait avec sa robe blanche, noire et veilleuse bleue. Dans le cas de la PS5, nous sommes bien ici dans une gamme de produits de la même collection. La VR est-elle mise à part dans la famille PS5 ? Sony a fait le choix délibéré et réfléchi de ne pas proposer ses manettes dans la même gamme de couleurs que la PS5. La VR est un peu une autre branche du jeu vidéo et il est possible que Sony ait décidé de ne pas mélanger la VR et le jeu plus classique. Il est également possible que ces manettes noires soient destinées à être utilisées pour d'autres joueurs ou d'autres clients que la PS5. On pourrait tout à fait imaginer que leur sobriété soit aussi pensée pour séduire un public qui ne s'intéresse pas aux jeux vidéo. La VR, ça n'est pas que du jeu vidéo, et ces contrôleurs noirs pourraient parfaitement s'introduire chez les professionnels sur PC ou être utilisés également avec un second casque VR Sony plus coûteux, compatible PC, standalone, utilisé pour des concerts VR Sony Music, pour des applications ou pour regarder des films Sony Pictures ou autre, le marché PC. Dans ce cas, ce choix serait plutôt logique. Ces nouvelles manettes VR ne sont pas encore commercialisées, on pourrait donc se dire que leurs coloris peuvent encore changer, ou même être proposés en plusieurs variantes. Enfin, ces nouvelles manettes peuvent aussi introduire une nouvelle version de la PS5, noire et grise anthracite, en 2022. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a suggéré lors d'un appel aux investisseurs que les consommateurs ne sont pas intéressés par les casques de réalité virtuelle avec des fils. Il a déclaré: D'autres personnes pourraient essayer d'expédier quelque chose qui, selon eux, est de meilleure qualité mais qui a un fil. Et je ne pense tout simplement pas que les consommateurs voudront opter pour cela. Avoir des fils enroulés autour de vous brise vraiment le sentiment de présence et d'immersion. Cette déclaration n'est pas sans rappeler celle de Phil Spencer qui annonçait que personne ne demandait ou ne voulait de VR. Mark Zuckerberg est aujourd'hui un vendeur de casques VR sans fil. Alors il se permet de tacler les casques avec des fils, tout comme Phil Spencer taclait la VR car il n'avait pas de casque VR dans sa boutique. Il faut toutefois souligner la façon qu'a Mark Zuckerberg à vouloir minimiser la qualité d'une expérience en VR filaire. D'autres personnes pourraient essayer d'expédier quelque chose qui, selon eux, est de meilleure qualité. Ça n'est pas selon eux, c'est bien une réalité.
Une expérience VR sera bien de meilleure qualité sur un PC puissant que sur un casque autonome avec un système d'exploitation embarqué. On ne peut pas comparer un jeu VR tournant sur un Quest 1 de 500 gigaflops, sur un Quest 2 avec une puce Snapdragon XR2 d'environ 1,2 teraflops GCN et des machines de 10 à 12 teraflops RDNA2 plus de 20 fois plus puissantes. Le véritable problème aujourd'hui n'est pas le Quest 2, mais plutôt de savoir comment le marché va réagir et surtout comment vont réagir les développeurs si les modèles sans fil de type Quest 2 se généralisent. Y aura-t-il encore des développeurs pour créer des jeux AAA sur PC si 80% du marché est standalone ? Les développeurs essayeront de créer des jeux pour le plus grand nombre. Si on prend comme exemple le dernier jeu de Fast Travel Games, Where's the Oblivion, le jeu est identique sur un PC de compétition avec une carte graphique de cow-boy et le Quest 2. Ça n'est pas parce que le Quest 2 est formidable, mais plutôt parce que les jeux PC sont dans ce cas bridés. C'est un peu comme si on vous servait aujourd'hui un jeu PS Vita sur une PS5. Et si ça arrivait sur console, je peux vous dire que ça gueulerait sévère et que le studio serait traîné dans la boue. Mais en VR, ça choque personne visiblement. Là, vous allez sans doute me dire que Lone Echo 2 est annoncé sur PC. Oui, c'est vrai. Mais le jeu est développé depuis minimum 2 ou 3 ans. Quelle sera la qualité des prochaines productions ? Celles qui commencent juste à être développées maintenant, financées par une entreprise qui n'a plus qu'un modèle autonome au catalogue. Pensez-vous sérieusement que Facebook va tout miser sur le AAA sur PC aujourd'hui ? Dans ces conditions, le marché a besoin d'être rééquilibré rapidement car cette tendance pourrait bien menacer les futures productions VR et surtout le nombre de jeux utilisant pleinement les ressources disponibles d'un gros PC VR. Si tous les constructeurs proposent leurs casques standalone, les développeurs vont se limiter à développer des jeux tournant sur des machines mobiles entre 1 et 2 teraflops. Doom 3 VR, c'est bien pour faire patienter un peu, mais on attend un peu plus de la PS5 et du PSVR 2. Alors au final, si le PSVR 2 a un fil, perso pour moi ça ne sera pas une mauvaise chose, bien au contraire. Car les développeurs indépendants devront travailler sur des machines bien plus puissantes sur PC et PS5, ouvrant la porte à des titres plus ambitieux comme Half-Life Alyx. Et je vous rappelle qu'on peut très bien avoir un casque VR sans fil, avec des jeux AAA VR calculés par une PS5 ou un PC déporté. Il ne faut pas confondre un modèle autonome avec un système embarqué, comme une PS Vita, et un casque sans fil qui stream un jeu calculé sur des machines bien plus puissantes qui sont déportées, comme une PS Vita qui affiche un jeu PS4 comme The Last of Us 2 par exemple. Le sans fil c'est bien, c'est pratique, c'est à la mode, et c'est mis en avant par des journalistes qui n'en ont rien à faire de la VR et qui ne l'ont même jamais vraiment essayé. Mais la VR ne touchera pas le grand public avec des jeux comme Resident Evil 4 VR. Le fossé graphique entre un jeu Quest 2 autonome et un jeu sur PS5 PC est bien trop important pour un novice qui ne connaît pas encore la VR et qui va découvrir un trailer sur YouTube. Ce problème, on le connaît très bien sur PSVR. On se prend des commentaires du type « c'est vraiment trop moche la VR » depuis 2016. S'il faut conserver un seul câble pour pouvoir avoir de très beaux jeux sur PSVR 2, alors oui, un câble sera une excellente nouvelle. Ce PSVR 2 pourra bien rééquilibrer la balance d'un marché plutôt déstabilisé en ce moment. Pendant que Facebook s'occupera du marché VR standalone, Sony pourrait bien remettre en lumière des productions sur des machines plus puissantes. Il y a donc deux marchés de la VR aujourd'hui, celui du standalone et celui du filaire proposant des expériences dites haut de gamme. Le Quest 2 touche ces deux marchés en même temps, ce qui est une grosse qualité pour le consommateur. Une question importante serait de savoir quel pourcentage de joueurs utilisent leur Quest 2 principalement avec un PC et quel pourcentage l'utilisent sans rien en autonome standalone. Les joueurs casuals, plus nombreux, pourraient bien faire pencher la balance du côté du full standalone. Les constructeurs et les développeurs essayeront alors de nous faire avaler la couleuvre de titres PS Vita vendus au prix fort sur une PS5. L'inquiétude repose plus sur le comportement des développeurs que sur le matériel face à cette situation préoccupante. Tous les studios indépendants n'ont pas les moyens de développer un jeu VR AAA. C'est vrai. Il ne faut cependant pas confondre la création d'un jeu AAA VR avec un jeu qui utilise la puissance d'une machine en proposant des visuels de haute qualité. Les développeurs de Polyarc étaient 5 quand ils ont commencé Moss. On ne dit pas ici de faire disparaître les casques standalone, ils font partie d'une branche mobile de la VR, comme une PS Vita avec des jeux mobiles. Ce que l'on ne veut pas, c'est que le marché écrasant des mobiles avec des jeux plus simples ne vienne totalement étouffer le cœur de la VR, les vitrines technologiques puissantes qui en mettent plein la vue au grand public. Que le marché de la PS Vita ne vienne pas totalement brider et détruire celui des jeux PS5. Personnellement, je crois que le moteur de la VR, ça n'est pas le sans fil, c'est des jeux comme Alyx. Vous voyez ce pic là ? Eh bien, ça c'est Alyx.
Soyons très clairs, j'ai adoré ma PS Vita, tout comme j'adore ma PS4. J'étais très heureux de jouer à ma Vita en déplacement ou le soir tard dans mon lit. Mais je n'accepterai pas que l'on me serve les mêmes jeux de PS Vita sur une PS4 ou une PS5. À quoi bon se payer un PC VR ready avec une AMD RX 6900 XT à 1000 € si c'est pour se taper des jeux comme Where's the Oblivion dans le casque, identique à la version d'un téléphone mobile. Voilà, tout ceci pour dire que dans l'intérêt des joueurs VR en général, il serait peut-être bon que le PSVR 2 de Sony ait bien un fil et qu'il soutienne de son côté des jeux sur un système plus puissant comme celui de la PS5. Car une généralisation du standalone ne sera pas bon pour les joueurs, car les développeurs feront toujours des jeux pour le plus grand nombre de hardware disponible, le plus facilement rentabilisable. C'est la règle de base. Nous allons revenir maintenant sur le casque VR de Sony après cette parenthèse importante. Le Quest 2 est-il un casque VR de seconde génération ? J'en suis pas certain. Je vous dirais que le Quest 2 est un casque qui se situe à cheval entre la première génération et la seconde. La prochaine génération de Quest ou de casques d'autres marques pourrait bien venir chambouler pas mal de choses. Voilà peut-être pourquoi Sony attend si longtemps pour nous proposer une suite à son PSVR. Bon, il y a la PS5 à vendre, c'est vrai, et en ce moment c'est difficile. Mais Sony peut également vouloir aussi profiter de nouvelles technologies et innovations encore coûteuses, mais très bientôt accessibles. Au début de cette vidéo, je vous ai montré un concept design. Ce concept était basé intégralement sur des technologies de première génération de casques VR. Un écran OLED, un système autonome, des lentilles de Fresnel, un produit encore massif, lourd et pas forcément confortable. Je vous propose maintenant d'effacer ce concept design et d'imaginer au contraire une technologie qui autorise un casque VR bien plus léger, une version slim du PSVR plus confortable. Je vous ai préparé un trailer à l'occasion de cette vidéo, nous allons le découvrir maintenant, il nous servira ensuite pour illustrer nos propos dans le reste de notre dossier vidéo. On se retrouve juste après.
Quest 2 était révolutionnaire par rapport aux autres modèles. Il dispose d'un prix canon, offre la possibilité de jouer en standalone, mais aussi sur un PC puissant. Il a un écran LCD d'une très bonne définition de 3664 par 1920 pixels. Oui, je vous rappelle que le Quest 2 n'a qu'un seul et unique écran, alors je rigole souvent quand je vois des définitions par œil. C'était possible sur le Quest 1 qui avait 2 écrans OLED, mais pas sur le Quest 2, un seul écran LCD. Et oui, Facebook a fait des économies sur le nouveau modèle. Un écran parfait serait un écran le plus petit et léger possible, mais avec la plus haute résolution possible. On vous rappelle vite fait de ne pas confondre définition et résolution. La définition, c'est le nombre de pixels contenus dans votre écran. Les pixels peuvent être plus ou moins gros. Voilà pourquoi une télé Full HD de 55 pouces a la même définition, 1920 par 1080 pixels, que l'écran de votre PlayStation VR, mais pas du tout la même résolution par contre. Votre télé Full HD a une résolution de 40 ppp pixels par pouce, alors que l'écran de votre PSVR, bien plus petit, propose la même définition sur une taille beaucoup plus petite, donc une résolution bien plus grande, 386 ppp pour le PSVR. Plus la résolution sera petite, et plus l'effet de grille sera grand et visible. Vous savez cette impression de voir comme un grillage devant l'image dans le casque. On aperçoit les pixels, et cela forme une grille. Pour pallier à ce problème, on pourrait imaginer que Sony décide d'opter pour un écran OLED micro-display. L'OLED propose un contraste ultra élevé avec des noirs complètement noirs, une gamme de couleurs plus large, mais surtout des résolutions de dingue pouvant atteindre les 4000 pixels par pouce. Vous savez, ce sont les écrans présents dans les viseurs des appareils photo réflexes. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la mention présente sur le site officiel de Sony.com à propos de ces écrans OLED micro-display. Il est écrit: à l'avenir, Sony s'attend à ce que ce micro-écran OLED haute définition soit utilisé dans un large éventail de domaines et d'applications tels que les écrans des casques AR en réalité augmentée et VR en réalité virtuelle. La définition n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la résolution en ppp. Curieusement, Facebook ne communique pas sur ce chiffre pour le Quest 2. Mais sachez qu'un HP Reverb dispose d'une résolution de 1057 ppp, un Samsung Odyssey 607 ppp, un Valve Index 598 ppp et un Quest 1 456 ppp. Que nous réservera l'avenir? Pour certains développeurs VR comme Andy Tsen, cofondateur de Ramen VR, ils rêvent du jour où nous aurons des casques de réalité virtuelle qui projettent des images qui ne peuvent pas être différenciées à celles de la vie réelle. Il va donc falloir augmenter la résolution et ses ppp. Des chercheurs de l'université de Stanford, en partenariat avec Samsung, ont réussi à créer un affichage OLED à partir d'une technologie utilisée dans les panneaux solaires. Grâce à cette technologie, la résolution de l'écran atteint 10 000 ppp, ça laisse rêveur. Mais on va redescendre de suite de notre nuage. Pour réduire les coûts de fabrication, ce PSVR 2 n'aura qu'un seul écran. On espère un OLED 4K avec une dalle non pas Pentil mais RGB, car le Pentil c'est aussi une tromperie. Je vous invite à voir notre vidéo sur le sujet dans les infos. Donc d'environ 3840 par 2160 pixels avec une résolution entre 600 et 1000 ppp, et ça serait déjà plus qu'extraordinaire. Mais ce qui va totalement transformer l'apparence de nos futurs casques VR ne se limitera pas à la résolution. L'autre point important qui va changer la donne sera les lentilles du casque VR. La plupart des casques de réalité virtuelle sont équipés aujourd'hui de lentilles de Fresnel. On vous parle du Quest 2, du Quest, des Oculus, des Vive, des HP Reverb G2, du Valve Index, etc. Les lentilles de Fresnel, ou lentilles à échelon, est un type de lentille inventé par Augustin Fresnel en 1822 pour remplacer les miroirs utilisés dans l'éclairage des phares de signalisation marine qui absorbaient jusqu'à 50% du flux lumineux. Elle se caractérise par des stries sur son verre. L'un des seuls casques du marché à ne pas avoir de lentilles de Fresnel est le PSVR. Ces lentilles sont parfaitement lisses. Dans les deux cas, pour bien fonctionner, il faut avoir une distance minimum entre l'écran et la lentille, 5, 6 ou 7 cm. Voilà donc pourquoi nos casques de réalité virtuelle ne sont pas des lunettes de soleil, mais des systèmes gros et des fois lourds devant notre visage, faisant penser plus à un masque de plongée de grande taille. L'une des solutions les plus prometteuses actuellement pour la VR est certainement les lentilles de type pancake avec polarisation. Ces lentilles ne sont pas nouvelles, elles existent depuis des décennies, notamment en photo, et leur usage pourrait révolutionner l'apparence de nos futurs casques VR. Michael Abrash de chez Facebook avait fait un exposé très intéressant sur le sujet durant l'Oculus Connect de septembre 2018. Contrairement aux lentilles de Fresnel, la résolution n'a pas de limitation avec des lentilles pancake.
Nous pourrions donc avoir des images beaucoup plus nettes permettant de bénéficier d'écrans de bien meilleure résolution. Avec ce type de lentille, il est potentiellement possible d'atteindre une résolution identique à l'œil humain. L'autre avantage est le champ de vision. Là où une lentille de Fresnel ne pourra pas dépasser les 140 degrés, des lentilles pancake polarisées pourront permettre un champ de vision de 200 degrés. Enfin, l'écran se retrouve bien plus proche des lentilles avec des pancakes, ce qui entraînera donc des casques de réalité virtuelle bien plus compacts et petits, se rapprochant de lunettes de ski plutôt que de gros masques de plongée sous-marine. Il y a cependant une limitation avec les lentilles pancakes. Soit on éloigne l'écran des lentilles pour avoir un très large champ de vision de 200 degrés, mais dans ce cas, notre casque VR garde l'apparence de ce que nous connaissons aujourd'hui. Soit on rapproche les écrans, on diminue le champ de vision à environ 120 degrés, ce qui est déjà correct, et on peut alors avoir des lunettes VR bien plus compactes, plus légères et plus confortables. Nous sommes ici devant la prochaine évolution de nos casques VR, mais quelle sera la troisième évolution ? Celle des casques de troisième génération. Eh bien, ces casques VR n'auront plus de lentilles. Ils utiliseront une technologie dite de waveguides ou guide d'onde. La lumière est injectée dans une fine plaque de verre et elle rebondit. Cette lumière est alors déviée vers l'œil en même temps qu'elle rebondit le long des guides. Cette technologie permettra donc d'avoir des écrans de quelques millimètres d'épaisseur, de la taille de verres de lunettes de soleil. Ces écrans ne seront pas limités en résolution, pourront accepter un champ de vision de 200 degrés et seront minuscules. L'idée de totalement supprimer les lentilles est déjà très présente chez Sony avec l'utilisation d'écrans ELFD. ELFD est un affichage qui vous permet de voir des objets en 3D volumétrique comme s'ils étaient juste devant vous. Le réalisme reste le même sous des angles différents. Il vous permet de faire l'expérience d'images 3D haute définition à l'œil nu, sans casque 3D. Et si on pose la question à Kazuki Yokoyama, Takoami Kimura ou Ban Kawamura, les ingénieurs de chez Sony travaillant sur le projet ELFD, de savoir quelles seront les applications futures de la technologie ELFD, leur réponse est amusante. Pour Kimura, la XR AR VR a un grand potentiel de croissance dans les applications de divertissement et de nombreux domaines B2B. Pour Yokoyama, j'ai longtemps rêvé de créer une expérience visuelle suffisamment réaliste pour être confondue avec la réalité. Pour Kawamura, à l'avenir, nous cherchons à l'appliquer au secteur de l'éducation et aux dispositifs d'affichage VR, ainsi qu'à l'étendre dans des domaines tels que les solutions B2B et la distribution de contenu. Puisqu'il s'agit d'un nouveau domaine avec un large éventail de possibilités commerciales potentielles, nous souhaitons impliquer l'ensemble du groupe Sony dans le monde de LFD. Every single person that I've seen observe the display is just like, I've never seen anything like it. 実物を見てるみたいな、今までのディスプレイの概念じゃなくて、もうとにかく感じたのはもう物感すげえっていうことなんですけど。You're literally looking at magic happen on the screen, wondering how it's working. そう形をお互いに伝えるとか、もっと気軽にいろんな人の間にその物の転送をできるっていうことになんか半歩近づく感じがすごくリアルにあるなっていうのは思います。Seeing it was kind of mesmerizing and kind of mind-blowing. You're not defining a set frame, but you're giving a window. You find yourself leaning around and seeing something. We've all seen holographic effects, but this is one that you can see with your own eyes. It tracks your eyes and it's just got this depth that is just pretty magical. 人間の感覚に近い行動ができるというところが、すごいいいとこかなと思いました。With a spatial reality display, you're getting a lot closer to what a human eye sees. 例えば東京と上海とか離れていたとしても実物大で、実体感ある形でお互いやり取りできれば。結構デザインを確認する時って質感を確認するために光の反射を変えて確認するんですよね。自然に自分の顔を動かして確認するっていうことが結構多くて、その自然な動作がそのままこのディスプレイによって実現できるっていうところはすごい驚きがありました。This isn't just a clearer screen, more pixels, or a better sound. This is something new. It starts the cogs in your brain kind of churning, and your mind is trying to come up with, like, what can we do with this? Like, what can we do with this? 最初にそのスペシャルリアリティディスプレイを見せてもらって、映像であるのにそこにその物感というか存在感がある感じがもう明らかに違っていて。検討している企画者や設計者みんなの意識っていうのも統合されていくので効率は良くなるしクオリティも上がっていくと思います。
命宿り始めた感はすごく感じますね。The promise of what's possible in these mediums is now becoming a reality. All of the things that we think are going to happen are going to happen. On ne va pas griller des étapes. Nous sommes déjà là en train de parler d'une technologie qui n'arrivera qu'après des technologies qui ne sont pas encore sorties. Alors revenons à nos pancakes, qui elles sont bien plus probables dans un avenir proche. Voici un objectif classique, et à côté un objectif de type pancake, un objectif ultra plat. En matière de lentilles et d'objectifs photo, Sony sont plutôt bien calés sur la question. Pour ceux qui douteraient de l'arrivée prochaine de ce type de produit, je vous propose de faire un bref tour sur les différents concepts en développement en ce moment chez différents constructeurs. Voilà déjà plusieurs concepts de design vous indiquant à quel point la réalité virtuelle va évoluer. Tout d'abord Facebook, qui a déposé plusieurs brevets de lentilles pancakes et qui travaille sur des prototypes bien plus slim. D'autres concepts développés en ce moment par Panasonic qui se rapprochent plus d'une paire de lunettes de ski que d'un masque de plongée. Ou encore le concept impressionnant du HTC Proton, actuellement à l'étude chez Vive. Nous avons aujourd'hui une idée bien arrêtée de ce que peut être pour nous un casque de réalité virtuelle, mais ils seront bien différents nos casques VR dans un futur proche. À partir de 2022-2023, nous pourrions bien voir arriver des technologies nouvelles dans nos casques VR, et le PSVR 2 pourrait être bien différent de l'image que l'on imagine d'un casque VR aujourd'hui. Nous avons vu l'importance de la qualité des écrans, celle des lentilles ou du système permettant de nous projeter dans l'image, mais il faut maintenant revenir à ces fameux fils et aux propos de Mark Zuckerberg au début de cette vidéo. Ne plus avoir de fil, personne ne peut s'opposer à cette idée. Cela fait partie de l'inconscient collectif de l'image que l'on se fait de la VR parfaite. Mais si on regarde de près le Quest 2, niveau autonomie, c'est pas non plus l'extase. Vous tiendrez 2 heures sans fil. Voilà pourquoi nous avions proposé un chargeur avec des batteries déportées, soit en brassard, soit à la ceinture. L'idée serait de pouvoir changer les batteries à la volée, comme des munitions, sans devoir quitter son casque. De pouvoir avoir des batteries amovibles que l'on puisse remplacer par des batteries de meilleure capacité, sans avoir une batterie intégrée au casque qui mènera tôt ou tard à la mort de votre Oculus Quest 2. Car oui, quand la batterie de votre Quest sera fatiguée, il faudra le démonter ou le mettre à la poubelle. L'autre point important est encore le confort. Un casque comme le Quest 2, qui embarque un système autonome, va peser plus lourd qu'un casque qui n'a qu'un petit écran. Du coup, le casque VR a tendance à pencher vers l'avant. Voilà pourquoi je pense que le système VR autonome idéal serait un casque VR avec un écran, mais sans système intégré. Je rejoins clairement ici les propos de HTC Vive et de son PDG, Graham Weller. Pour lui, un casque VR autonome ne devrait pas embarquer de système intégré, justement pour qu'il soit bien plus léger et donc confortable. Un simple fil très court partant de votre casque pourrait alors rejoindre votre brassard ou votre ceinture pour atteindre votre téléphone portable. Il suffit alors de proposer un store VR en ligne accessible sur différentes marques de téléphones. Cela offre de nombreux avantages. On a déjà parlé du poids du casque, mais sans système embarqué, votre casque VR coûtera également bien moins cher. L'ordinateur et son système étant dans la puissance de votre téléphone portable. La technologie évoluant rapidement, avec l'offre actuelle de Facebook, vous allez changer de casque VR tous les ans, tous les 18 mois, tous les 2 ans peut-être. Un iPhone 12 est équipé de la puce Apple A14 Bionic gravée en 5 nanomètres, et d'après certains benchmarks, cette puce serait aussi puissante qu'une PS4, soit 1,8 teraflops. Le nouvel Xperia 1 III est équipé d'une puce Snapdragon 888 d'une puissance de 1,7 teraflops. Comme vous pouvez le voir, le Quest 2 et sa puce XR2 intégrée de 1,2 teraflops, une variante de la Snapdragon 865, seraient déjà bien largués face à ce type d'adversaire. Le jour où vous souhaitez accéder à des titres standalone de meilleure qualité, il vous suffit de changer de téléphone. Votre casque aura donc une durée de vie bien plus longue et donc plus écologique. Oui, mais on va devoir changer de téléphone tous les ans, me direz-vous. Je crois que c'est déjà le cas pour pas mal de monde en fait. Les solutions de leasing de téléphone avec engagement de 24 mois sont courantes aujourd'hui. Et qui n'a pas de téléphone mobile? Alors pourquoi ne pas réutiliser cette puissance plutôt que d'avoir un autre appareil moins performant? Voilà ce que pourrait être le Quest 3, le PSVR 2, le prochain Focus d'HTC ou un casque VR d'une autre marque. Pourquoi multiplier les appareils et du coup dépenser plus alors qu'on peut utiliser son téléphone et avoir un meilleur résultat en standalone?
Les casques VR n'intégrant au final plus qu'un écran pourraient alors doucement se rapprocher d'une paire de lunettes. Dans tous les cas, HTC Vive s'attend à voir se multiplier ce type de produit d'ici 2022. Le cloud et la 5G vont bien évidemment aider cette évolution. Nous avons vu que toutes ces innovations, une meilleure résolution, des lentilles permettant de se rapprocher encore plus des écrans et la suppression des systèmes embarqués vont permettre au final de réduire considérablement la taille de nos casques VR. On ne parlera bientôt plus que de lunettes VR. Il n'est pas utile d'intégrer obligatoirement un système son. On a tous des casques audio à la maison et on réduit encore le prix de vente. Il en résulte un casque VR qui se limite à sa plus petite fonction, celle d'un écran. Lorsque les ingénieurs et les designers de chez Sony ont conçu le PlayStation VR, ils se sont retrouvés face à la problématique du poids du casque. Voilà pourquoi ils ont décidé de décentrer son centre de gravité. Le casque n'était plus soutenu par un cerceau ou un élastique autour de la tête, mais principalement par votre front avec un transfert du poids du casque en le déportant à l'arrière grâce à un lestage, derrière la nuque. Cette idée était brillante et elle a été copiée par de nombreux constructeurs en VR. Réussir à alléger à son maximum un casque VR entraînera également des systèmes bien plus simples pour le faire tenir sur la tête et donc réduire encore son prix de fabrication. Plus besoin d'avoir une masse soutenue par votre front si le casque a de plus petits écrans, pas de système embarqué, pas de batterie intégrée et des mécanismes pour déporter son poids. Le casque devient alors léger comme une plume et peut tenir bien plus facilement sans gêner son utilisateur. Le confort est alors en forte augmentation. En conclusion, la VR va encore évoluer et nous ne sommes peut-être pas encore prêts devant ce qui nous attend dans un avenir très proche. Le PlayStation VR était une petite révolution en 2016. Certes, il n'avait pas un écran d'une définition extraordinaire, mais n'était pas ridicule face aux écrans des premiers Oculus Rift et HTC Vive. Il était par contre le seul à proposer un écran OLED RGB et pas Pentil, à 120 Hz, via un système de reprojection augmentant artificiellement les 60 fps natifs en ajoutant des images via un logiciel. Ce système est aujourd'hui copié par le Quest 2 qui a été lancé à 75 Hz, puis à 90 Hz, puis qui monte maintenant à 120 Hz grâce au même procédé. Son système de déport du poids du casque a clairement été copié par la majorité des constructeurs. Sony n'a pas pour habitude de sortir des produits mal pensés en règle générale. Concernant les nouveaux contrôleurs VR PS5, certains vont encore hurler en disant que ce ne sont que des copies des Oculus Touch ou qu'ils sont nuls par rapport au Knuckles du Valve Index qui a un suivi de tous les doigts de la main et qui en plus a une dragonne permettant de solidariser la main avec le contrôleur. Mais attendez un peu les gars, voulez-vous qu'on parle de prix 5 minutes ? Les Valve Index coûtent 300 €. Il semble évident que Sony ne va pas vendre des manettes à 60% du tarif de sa PS5. Les Oculus Touch, c'est 160 €, soit 80 € pièce. On pense que ces contrôleurs VR PS5 devraient avoisiner le tarif d'une DualSense, soit un prix tournant autour des 120-140 € les deux. Et à ce prix, elles proposeront un tracking infrarouge, un bouton de déclenchement adaptatif, un suivi des doigts sur votre pouce, votre index et votre majeur, un retour haptique. Non, franchement, ils sont top ces contrôleurs.
Dans ce dossier, nous vous parlons des améliorations attendues. Dans l'idéal, le meilleur acteur du marché sera une société qui maîtrise la conception des écrans OLED, ainsi que la technologie des écrans microdisplay OLED permettant des résolutions bien supérieures, qui maîtrise la conception des lentilles pancakes sur des objectifs d'appareils photo par exemple, qui connaît bien la VR et travaille sur son développement depuis des années, qui dispose en plus d'une console puissante et d'une gamme de téléphones mobiles solides pour rendre son casque à la fois standalone, mais aussi raccordable à un système puissant et qui en plus a déjà un beau catalogue de contenu, aussi bien dans le jeu vidéo VR qu'en musique pour des concerts virtuels ou au cinéma avec des studios de production. On s'aperçoit assez rapidement que Sony sont les mieux placés en fait pour nous proposer le meilleur en VR. Le feront-ils ? Sony reste pour le moment silencieux. Facebook se sont placés sur un produit Quest 2 vendu à perte, donc à un prix imbattable. Mais l'obligation d'être lié à un compte Facebook ne plaira pas à tout le monde. Facebook traîne déjà pas mal de casseroles en ce qui concerne la fuite d'informations personnelles. Valve et Vive semblent s'orienter sur le marché pro et haut de gamme. Nous n'attendons pas vraiment que Sony nous propose un casque concurrent du Quest 2 aujourd'hui, mais plutôt un casque qui va peut-être à son tour révolutionner un peu le marché et qui sera très axé autour de la puissance de la PS5. Les développeurs ne seront donc plus limités à faire des jeux pour des systèmes intégrés mobile Quest, mais bien pour des machines de 10-12 teraflops RDNA 2. Ces mêmes jeux, s'ils ne sont pas des exclusivités, seront aussi sur PC. Si un studio peut à la fois rentabiliser son jeu sur PC et PS5, alors il s'intéressera sans doute à proposer des titres plus beaux et moins limités graphiquement. Chacun mènera sa barque comme il le veut, mais le joueur aura le choix et c'est ce qui est important sur un marché sain. Sony ne devrait plus bien tarder à communiquer sur son prochain casque VR, on espère que ça se fera durant la période de l'E3, affaire à suivre. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce haut si vous avez aimé son contenu, ça nous aide pour bien référencer notre vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cochant la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. On vous rappelle que vous pouvez aussi nous soutenir plus activement en nous offrant un petit pourboire par l'intermédiaire de notre page Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description et à la fin de cette vidéo. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, ciao ciao.